BFM Business, objectif, raison d'être. Cyril Ariel. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine d'Objectif Raison d'être, on vous propose de décarboner à 360 degrés le secteur automobile. Nous recevons 3 pépites sur ce plateau. Nous allons parler de rétrofit avec le président fondateur de Rêve Mobility. Nous allons optimiser les logiciels pour réduire la consommation énergétique avec la présidente et fondatrice de WeDolo. Et enfin, nous allons parler de recharge intelligente avec le fondateur de Covoltis. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont 3 et ils s'engagent. BFM Business, objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Et bien sûr, cette semaine, nous avons 3 pépites, 3 acteurs de la mobilité durable sur ce plateau. Pour cette émission spéciale décarbonation, je suis ravie de vous recevoir, Justine Bonneau, la présidente fondatrice de WeDolo. On le rappelle, vous permettez de diagnostiquer et optimiser le logiciel afin de réduire leur consommation énergétique. Et votre solution s'applique notamment dans le secteur automobile. Et vous êtes en lice pour la finale du Grand Prix SCF Autotech cette année. C'est ouvert pour voter et vous avez été lancé il y a quelques mois, en 2022. Vous avez bientôt fêté vos 1 an. À vos côtés, nous avons Arnaud Pigounides. Vous êtes le président et fondateur de Rêve Mobility. Alors vous, votre credo, c'est le rétrofit. Vous êtes une entreprise à mission de l'économie circulaire et vous faites la promotion de la décarbonation de la mobilité par le rétrofit électrique à batterie et hydrogène en France et en Europe. Et enfin, nous allons parler de recharge intelligente avec Essam Emami et son fondateur Covoltis en plateau. Alors vous êtes un acteur montant du marché de l'immobilité. Vous êtes spécialisé dans la recharge intelligente pour véhicules électriques, utilisant notamment les technologies d'intelligence artificielle. Et vous êtes un ancien lauréat du Grand Prix ACF. Absolument. Alors tout de suite, voilà. Comment décarboner le secteur automobile? C'est une grande question. Mais tout de suite, on va commencer par la raison d'être de vos startups. Alors, WeDolo, Justine Bonneau, c'est quoi la raison d'être quand vous êtes lancé il y a à peu près 1 an sur ce marché? En fait, on s'est rendu compte il y a quelques années, pendant des travaux de recherche, qu'il y avait énormément de logiciels qui étaient embarqués dans des systèmes très variés, notamment dans les véhicules, et que ces logiciels, ils n'étaient pas toujours optimisés, notamment sur la partie consommation d'énergie, parce que c'est complexe en fait d'optimiser ces logiciels. Et donc, on avait une perte vraiment grande de consommation énergétique. On trouve logiciel dans quel secteur, par exemple? Dans l'automobile, ça peut être du logiciel qui fait du filtrage pour vous informer si votre pneu est sous-gonflé, par exemple. Ça peut être aussi dans les télécommunications, c'est très varié et évidemment ça ne peut plus continuer comme ça et donc notre raison d'être c'est de proposer aux développeurs des outils logiciels pour les aider à optimiser la consommation d'énergie des logiciels. De l'autre côté, nous allons parler de rétrofit. Vous êtes une entreprise à mission. Alors, quelle est votre mission chez Rêve Mobility, Arnaud Pigounides? Alors, notre mission, c'est de rendre les mobilités éternelles, de rendre des véhicules qui ont déjà été produits, ça peut être des bus, ça peut être des 2 roues, ça peut être des voitures, et de leur donner une vie. C'est poétique chez vous, c'est durable, responsable, vous, c'est éternel. Éternel, parce qu'un châssis peut durer très très longtemps. On rêve avec vous, c'est ça. Exactement. Et vous avez fini? Non, je vais donner la raison d'être à Essan. Essan, alors vous, chez Covoltis, alors la recharge intelligente, un secteur assez concurrentiel. Hein? Oui, en fait, la recharge est très concurrentielle. La recharge intelligente, on n'est pas très nombreux. Ça veut dire quoi alors, recharger intelligemment son véhicule? Dans la bouche de beaucoup de gens, ça signifie juste charger pendant les heures creuses. Chez nous, ça signifie de répondre aux besoins du client tout en mettant le moins de pression possible sur le réseau. Donc, globalement, ça signifie que s'il y a plusieurs véhicules qui veulent charger en même temps, on va donner une priorité plus forte aux véhicules pressés ou qui demandent plus d'énergie comparé à ceux qui veulent partir plus tard ou qui ont besoin de moins d'énergie. Alors, en quoi vous vous différenciez sur ce marché? Parce que vous n'êtes pas le premier entrepreneur que, justement, j'interviewe sur ce segment de la recharge intelligente de véhicules électriques. Alors, ce qu'on a voulu faire dès le départ, c'est d'avoir une bande de recharge qui est géré par un système intelligent. On parlait d'IA tout à l'heure. Le système d'IA, son travail consiste à finalement rassembler l'ensemble des besoins exprimés par les clients et de répartir la puissance disponible de la manière la plus intelligente possible. Alors, qu'est-ce que cela apporte comme résultat de fait de distribuer la puissance? C'est qu'on va toujours chercher la puissance quand elle est disponible, quand l'électricité est le moins chère. Et quand l'électricité est le moins chère, c'est quand vous avez finalement le moins d'émissions de CO2 possible. Quand vous avez les prix sur vous savez, maintenant on connaît tous que... Il faut que le fournisseur d'énergie soit vert aussi. Alors, ça c'est un élément important. Il faut que vous chargiez en vert.
Donc ça, c'est essentiel. Mais pour que vous chargiez avec de l'énergie verte, c'est au moment de la journée ou de la nuit, quand le prix est le moins cher. Et notre système intègre automatiquement les prix d'achat pour finalement maximiser la puissance. Donc automatiquement, on va chercher les tranches où vous avez de l'énergie verte. Alors vous tombez bien cette semaine, même si c'est le cœur de notre émission. Le 6e rapport du GIEC vient de tomber. Il est toujours aussi alarmant. On a de moins en moins de temps pour réduire et finalement atteindre ces 1,5 degré. Il nous reste moins en moins de temps. Pour vous, aujourd'hui, ça veut dire quoi être un constructeur à l'heure, effectivement, de ce 6e rapport du GIEC et de cette crise climatique, alors qu'on est de plus en plus nombreux? Ça veut dire quoi pour vous, Justine Bonneau? Ça veut dire un constructeur responsable. Ça veut dire aller chercher finalement les gains partout où il peut y en avoir. Se poser la question finalement d'optimiser chaque élément en fait, de son véhicule. Donc pas uniquement en termes de la partie mécanique, de la partie... des matériaux, en fait, c'est vraiment aller chercher chaque élément et repenser les choses avec un petit peu de bon sens, avec de la frugalité, se poser la question de ce dont on a vraiment besoin à bord d'un véhicule et pas utiliser des processeurs très puissants parce qu'on les a à disposition, par exemple. Alors très bien, chez Wedoulot, on est là, on est de manière responsable et durable. Qui sont vos clients et comment justement vous travaillez avec les constructeurs en disant travaillez avec nous parce que vous allez faire tant d'économies? Comment ça se passe? En fait, aujourd'hui, on a des outils logiciels à disposition donc, pour des constructeurs automobiles. Et l'objectif, c'est de leur montrer concrètement les gains qu'ils pourraient obtenir en termes de consommation. Par exemple, 60% de réduction de la consommation qu'on a obtenue. Alors là, c'était un robot qui fait des mesures sismiques sous-marins. Et c'est des gains très concrets. Et c'est de leur montrer vraiment, par le passage dans notre outil, vous pourrez économiser tant sur la consommation d'énergie de vos applications logicielles. Est-ce que vous travaillez déjà avec des constructeurs automobiles ou c'est en cours ? On a une collaboration en cours sur laquelle on ne peut pas communiquer encore. Et qu'est-ce que vous leur promettez? Quelle est votre promesse? C'est de dire demain, on utilise vos logiciels Wedoulot. Tout à fait. L'objectif, c'est donc de faciliter cette optimisation pour qu'elle devienne systématique, de montrer vraiment les gains potentiels qu'il y a à l'optimisation du logiciel, donc avec un gain concret sur la consommation, avec un lien avec l'équivalent CO2 également qui est possible. Et l'idée, c'est de pouvoir aller chercher finalement chaque petite zone d'optimisation qui n'est pas négligeable. Et quelle est la plus grosse consommation énergétique quand on aborde un véhicule ? Alors là, c'est très varié en fait parce qu'on a du logiciel vraiment partout. Demain, en 2025, c'est 600 millions de lignes de code dans une voiture. Donc ça dépend vraiment en fait du type de véhicule et c'est vraiment très varié. Et chaque élément est essentiel. Et d'un point de vue du conducteur, ça change quoi ? Ça change qu'on peut avoir des logiciels qui sont plus réactifs. Donc, améliorer la consommation, c'est également, en général, avoir un impact sur le temps d'exécution de l'application logicielle. Donc, en fait, des logiciels qui sont plus réactifs à l'heure où le logiciel pilote le véhicule, c'est essentiel pour les conducteurs également. Aujourd'hui, quel est le rôle alors, et responsabilité justement vis-à-vis des logiciels quand vous dites qu'une voiture, ce sera 600 millions de lignes de code en 2024 ? Ça va avoir un rôle prépondérant. Tout à fait. Et comment vous avez eu l'idée en 2022 Alors c'était il y a quelques années en plus, puisque c'était pendant ma thèse. On s'est rendu compte, on venait vers nous, on avait un constructeur qui était venu vers nous à ce moment-là, qui avait un besoin d'optimisation parce qu'il devait garder le même matériel au sein du véhicule et donc rajouter un logiciel à bord. Et donc pour ça, la technique c'était l'optimisation. Ils ne savaient pas comment faire, ils n'avaient pas d'outils. Et on s'est dit, c'est pas possible, enfin, on vient nous voir, nous jeunes chercheurs dans des laboratoires, il y a peut-être quelque chose à faire. Et les technologies qu'on développait à ce moment-là, on aurait pu juste les publier. Et nous, notre objectif, c'était de pouvoir créer une entreprise pour pouvoir garder la main sur ce qui était fait avec ces technologies, pour qu'en fait, on en fasse des bonnes choses et que ce ne soit pas utilisé juste pour rajouter des logiciels encore plus à bord de ces véhicules. Maintenant, nous allons parler de rétrofit. On le rappelle, ça permet de décarboner, notamment en convertissant l'électrique ou à l'hydrogène, nos véhicules thermiques existants. Vous, c'est ce que vous faites chez Rev Mobility avec des voitures utilitaires, des bus et des camions. Selon l'ADEME, justement, le rétrofit permettrait de réduire de 66% les gaz à effet de serre et de moins 87% pour les bus et les camions. Alors, comment marche votre technologie, Arnaud Pigounides? Alors, le rétrofit, ça consiste en fait à enlever un moteur thermique de n'importe quel véhicule et de le remplacer par un moteur électrique qui est quasiment inusable et qui a une réponse immédiate en termes de puissance et des batteries ou alors aussi à l'hydrogène
l'hydrogène pour pouvoir produire de l'électricité directement dans le véhicule et éviter qu'il y ait trop de batteries. Donc c'est une manière d'être sobre en fonction de l'usage et en fonction de ce qu'on demande du véhicule. Donc ça touche toutes les mobilités. C'est une réglementation que j'ai un peu imposée en France en 2020 qui nous autorise à faire donc tout type de véhicule, et d'ailleurs ça marche énormément, que ce soit sur les utilitaires, donc il y a énormément d'utilitaires, en France 6 millions d'utilitaires qui sont 99% diesel, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, puisqu'il faut savoir que vous parliez du GIEC, du rapport du GIEC, le transport c'est 130 millions de tonnes de CO2 par an émises par tous les véhicules qu'on a en France sur les 450 millions de tonnes, et en réduisant de 66% ou voire 87% sur les bus et les camions, ça permet de diminuer ces gaz à effet de serre, et donc de réduire énormément et peut-être atteindre le 1,5 degré de réchauffement climatique. Donc c'est une solution qui est assez neuve, qui s'adresse des marchés où le véhicule vaut cher, notamment parce qu'il a été aménagé. Donc on parle des véhicules des mairies, des utilitaires aménagés ou les métiers de bouche. On travaille avec beaucoup d'artisans, les gestionnaires de flotte, mais aussi les agglomérations, puisqu'on a de plus en plus de clients des grandes villes. Ça va de Rennes à Toulouse en passant par Lyon, qui ont des vrais problèmes en plus d'avoir des véhicules neufs sans émissions, et en plus c'est très très économique, donc c'est écologique et économique. Parce vous en faites quoi des moteurs thermiques que vous tout est recyclé, parce qu'il y a une très grosse filière de recyclage des moteurs thermiques, donc soit ils sont recyclés pour pouvoir prolonger un véhicule un petit peu plus longtemps et donc d'avoir des pièces, soit c'est fondu et recyclé comme cela. Alors en parlant justement de batteries électriques, quid de son extraction, quid effectivement de la seconde vie de ces batteries, et surtout de moteurs électriques avec justement le fait d'avoir des terres rares dedans? Alors, il y a plusieurs technologies de batterie. Donc, il y a des terres rares dans certains types de batteries. En fait, la batterie, c'est un problème global. C'est-à-dire qu'il y a des batteries dans tout, dans nos téléphones, dans tous les objets, même les gadgets qu'on achète. Mais comment on s'assure qu'il y a une bonne filière derrière? Parce qu'on sait que tout n'est pas forcément très, on va dire, sustainable, durable ou responsable dans ces batteries électriques. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est un choix de l'entreprise de trouver des approvisionneurs et donc des fournisseurs de cellules et d'éléments qui sont. Mais vous ne faites aucune suggestion, en tout cas? Ah si, déjà, il se trouve qu'on est en France, et en France, on est en Europe, on a des normes européennes qui sont très très drastiques, et notamment dans l'automobile, puisqu'il y a une nouvelle norme sur les batteries qui va arriver, où la chimie va être testée, donc ça s'appelle la R100 révision 3, qui nous autorise pas à faire n'importe quoi. Et donc là, c'est une très très bonne chose, on a des normes européennes qui sont extrêmement forte. C'est pas les mêmes normes dans plein d'autres pays dans le monde, et c'est déplorable, mais déjà nous on a un niveau de normes qui est très très fort, et on a un niveau de contrôle. Et la seconde vie après de ces batteries électriques? Alors il y a une seconde vie, il y a même une troisième vie, parce que la seconde vie, c'est d'enlever la batterie du moteur, enfin du véhicule, quand elle est plus apte à supporter les accélérations, toutes les logiciels qui fonctionnent, parce qu'il faut que tout ça fonctionne. Après on peut le mettre avec une borne de recharge sous des panneaux photovoltaïques chez soi, ou le mettre dans du fermage sous des éoliennes pour stocker de l'électricité. Donc ça, c'est jusqu'à la fin de vie de la batterie, qui est à peu près aujourd'hui presque de 20 ans. Et donc, après, il y a une filière de recyclage. Aujourd'hui, on en est à peu près à 95% de recyclage sur une batterie, même une batterie lithium-ion. Et donc, on refait des batteries avec, et ça repermet de refaire des batteries neuves. Qui sont vos clients? Moi, je vois que vous avez plus de 3000 précommandes de véhicules. Alors, c'est qui sont Alors, mes clients, ils sont assez vastes, parce qu'on a une division voiture ancienne, donc qui est très, très demandée, avec une marque qui s'appelle Rétrofutur. Et chez REV, on fait aussi les utilitaires et les bus et camions. Donc, ça va de l'artisan qui veut transformer son véhicule parce qu'il circule dans Paris et qui veut avoir tous les avantages d'un véhicule sans émission, sans avoir à racheter un nouveau véhicule, et peut-être même un équipement en plus. Donc il y a du particulier, du professionnel, des gestionnaires de flotte. De plus en plus de grands comptes sont en train de faire des appels d'offres et des contrats pour rétrofiter. Quand une boîte a 10 000 utilitaires, il est très intéressant pour eux d'en rétrofiter une bonne partie, parce que c'est immédiat. Et il y a aussi les collectivités qui arrivent de plus en plus. Je peux citer Rouen qui va changer ses bus en électrique grâce au rétrofit. Et comment vous faites pour vous différencier? Parce que ça y est, quand on est dans le secteur automobile, ça y est, on parle de rétrofit partout. Il y a de plus en plus de start-up, d'entrepreneurs qui se lancent sur ce créneau. Vous faites comment pour vous différencier? Alors déjà, j'ai eu la chance d'être le premier, donc j'essaye de surfer sur le fait d'être le pionnier. Vous êtes challengé maintenant. Ah mais heureusement, d'ailleurs, c'est bon d'avoir de la concurrence. D'ailleurs, il n'y en a pas assez, donc j'invite tous les étudiants ou toutes les personnes qui ont des projets incroyables à nous rejoindre.
Comment on fait pour se différencier? En fait, moi, j'ai vraiment perçu le fait d'être une marque, donc de donner beaucoup de valeur à la marque et de ce qu'on est. Nos sites internet sont leaders parce que les gens viennent nous voir comme un tiers de confiance pour avoir une information sur le rétrofit en amont. Et puis ensuite, il se trouve que comme notre solution est parmi les meilleures, certains nous commandent chez nous, comme ils commanderont chez d'autres clients, chez d'autres concurrents s'ils sont meilleurs. En tout cas, nous, sur nos sites internet, ne serait-ce que depuis que j'ai créé le rétrofit, on a eu plus de 2 millions de pages vues, plus de 550 000 visites. Et donc, ça a généré plein de devis, plein d'essais, plein de demandes. Et c'est le succès qu'on vit aujourd'hui. Alors, qui dit voiture électrique dit forcément recharge. Donc, j'en viens à Essam Emami, le fondateur de Covoltis. Pour vous, ça veut dire quoi de manière, comment aujourd'hui vous vous différenciez et comment vous faites des deals avec des fournisseurs d'électricité verte pour vraiment être optimum partout? En fait, il y a 2 étapes qu'on peut considérer dans la technologie que nous développons. La première étape, c'est celle que j'ai expliquée tout à l'heure, ça veut dire que vous chargez votre véhicule, de préférence bien sûr avec de l'énergie verte, et vous optimisez ce cycle de recharge pour aller chercher l'énergie quand elle est le moins chère, donc elle est... Et vos clients, ils sont professionnels et particuliers? Alors, tout type de clients. Ça peut être des entreprises, ça peut être des hôtels où le client final, c'est finalement le voyageur qui s'arrête 1 ou 2 nuits dans un hôtel. Mais surtout, chose importante, c'est que les véhicules emmagasinent de l'énergie, beaucoup d'énergie, et ces mêmes véhicules peuvent servir à dépasser finalement les limites qu'on a aujourd'hui dans les énergies renouvelables. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu du fait que la partie énergie renouvelable dans le mix énergétique est limitée parce que vous avez une production qui est fluctuante. La production fluctuante peut être compensée si vous avez du stockage. Oui, vous parlez tout à l'heure de stockage dans des conteneurs de batterie. Sauf que les conteneurs de batterie sont des choses spécifiques pour le stockage, alors que les voitures existent, les batteries sont là et peuvent être utilisées à bon escient parce que finalement, 90 à 95% du temps, les véhicules ne bougent pas. Donc si le véhicule est branché pendant, je dirais, tous ces moments-là, le véhicule participe à l'équilibrage du réseau. Et finalement, vous avez un moment très particulier, c'est quand vous rentrez chez vous le soir. C'est un des pires moments en termes de production d'électricité, puisque vous allumez tout, vous consommez tout le monde. Hein, voilà. Et en même temps, c'est le moment où on est chez soi aussi. Tout à fait. Non, mais c'est normal. Quelque part, on veut bien réduire toutes les consommations, mais il faut bien vivre un petit peu chez soi. Et travailler la journée, être en déplacement. Donc, imaginez le cas idéal où dans la journée, par exemple, vous avez chargé votre véhicule avec des panneaux solaires, ou le soir, très très tard, vous avez chargé parce que vous avez de l'énergie hydraulique ou éventuellement des énergies à basse production, et vous arrivez chez vous, vous avez pendant ces heures de pointe une production de CO2 à cause des centrales thermiques type gaz que certains pays mettent en avant pour remplacer d'autres sources de production. Ces centrales thermiques sont des moyens qu'on appelle des moyens de pointe. Eh bien, si pendant ces quelques heures que vous êtes chez vous, c'est votre véhicule qui fournit l'électricité à la maison, c'est à ce moment-là que vous réduisez la production de CO2. Eh bien, écoutez, merci à vous 3 pour cette première partie. J'ai hâte d'entendre le débrief du débriefeur de la semaine, qui n'est autre que notre journaliste de BFM Business, Emmanuel Le Chypre. BFM Business, objectif, raison d'être. Le débrief. Et oui, nous sommes ravis d'accueillir sur ce plateau notre débriefeur de la semaine, Emmanuel Le Chypre. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Emmanuel, qu'avez-vous pensé de ces 3 pépites et quelles sont vos questions pour les challenger, nos pépites? Alors, écoutez, moi je ressens un double sentiment, c'est-à-dire à la fois une inquiétude et à la fois je suis rassuré. Alors je suis même enthousiasmé sur un point. C'est que tout ce que j'ai entendu finalement de vous 3, eh bien, c'est cette volonté de repousser finalement les limites de la mobilité électrique, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Mais finalement, à travers toutes vos solutions, moi je me dis, on se rapproche peut-être un petit peu de la mobilité qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que la principale inquiétude qu'on voit poindre avec la mobilité électrique, c'est quand même une mobilité extrêmement réduite, extrêmement finalement restreinte par rapport à ce qu'était la mobilité offerte par la voiture thermique, que ce soit en termes finalement de distance parcourue, en termes de possibilité de recharge, etc. Et donc finalement, tout ce que j'ai entendu là, moi, a plutôt tendance à me rassurer sur cette volonté d'optimiser finalement à tous les niveaux, que ce soit les logiciels, donc finalement l'utilisation d'électricité au final et les émissions de CO2 sur les moteurs électriques et sur la recharge. Mais après, moi j'ai quand même un doute qui n'est pas levé, c'est-à-dire cette espèce de confiance aveugle
dans le tout électrique. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes si sûr que ça qu'on arrivera, parce que le problème dans toutes vos solutions, c'est que vous êtes in fine obligé de faire confiance au final à ce qu'on vous dit sur les formidables infrastructures qu'on va développer pour recharger, etc. Et est-ce que vous êtes si sûr que ça va se passer aussi bien que prévu? Voilà un peu mon commentaire global. Donc, est-ce que finalement, malgré ça, vous n'êtes pas convaincu que le tout électrique... est-ce que vous restez convaincu que le tout électrique est la solution? Et est-ce que finalement, vos modèles peuvent éventuellement s'adapter à des déceptions qu'on pourrait avoir sur effectivement ce tout électrique et sa capacité à se déployer? Qui veut répondre? Moi, je veux bien répondre parce que je suis plus sur les mobilités. Donc, Arnaud, je fais le récipient. Le récipient. Est-ce que d'abord, vous me promettez qu'on aura la même mobilité avec toutes ces solutions qu'aujourd'hui? Alors, oui, l'important aujourd'hui, déjà, c'est de passer du tout diesel et essence. Donc, 99% du parc mondial, il y a quand même 1,5 milliard de véhicules, 330 millions en Europe et 44 millions en France qui sont quasiment thermiques à essence ou diesel. Donc déjà, si on pouvait passer à 50-50, ce serait déjà une belle avancée. Donc moi, je ne suis pas un ayatollah de l'électrique. Par contre, je suis un ayatollah du fait de décarboner des mobilités et des véhicules qui sont déjà existants et de leur donner 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être même une vie éternelle. Et donc tout ça, c'est gagné d'un point de vue gaz à effet de serre, d'un point de vue de puits à la tombe sur les ressources minières, sur le plastique qu'on utilise. Donc tout ça, c'est une bonne chose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à une transformation des époques, d'une innovation où oui, il y avait la mobilité illimitée que permettait l'essence. Enfin, après, il ne fallait pas tomber en panne d'essence. Et maintenant, d'avoir des systèmes à batterie, donc avec une autonomie limitée, mais l'hydrogène, par exemple, qui est une nouvelle technologie qui permet de faire de l'électricité soi-même, de remplir un réservoir et de pouvoir rouler peut-être 10 000 km d'affilée. En fait, c'est exactement la même mobilité qu'avec le thermique. Donc, sauf qu'on a peut-être moins de recharge. Mais encore une fois, actuellement, oui, mais sauf que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on se sera transformé. Les batteries seront plus fortes aussi. Et donc, les rechargeurs, il y aura de plus en plus de chargeurs, donc on pourra recharger beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, on nous dit la batterie, si vous l'utilisez en marche forcée, elle se dégrade, etc. Moi, Issam, je ne sais pas, est-ce que vous êtes si confiant que ça dans la possibilité d'avoir autant d'électricité qu'on le voudra, d'abord, et avec tous les usages qu'on nous promet? Alors déjà, si on prend la masse des voitures aujourd'hui, les 40 millions, et que tous ces véhicules deviennent électriques, finalement, la consommation globale n'augmentera que de 15%. Donc la quantité d'énergie... Si demain, notre parc automobile, il devient tout électrique. Absolument. Et en fait, alors qu'est-ce qui fait que le véhicule thermique est tellement plaisant? C'est que vous avez une ressource en termes de quantité d'énergie dans peu de volume. Et finalement, vous faites de plein avec quelques litres, ça prend quelques secondes ou quelques minutes pour le faire. Si demain, et je pense que c'est vers ça qu'on va s'orienter, nous avons un système de recyclage de batterie qui est bien éprouvé, et que par ailleurs, vous avez une autonomie des véhicules de quelques centaines, alors les 200 ou 300 aujourd'hui ne sont pas suffisants, il faut passer plutôt à 400 ou 500 km. Ce qui différencie vraiment l'électricité de tout le reste, c'est que le transport de l'électricité, c'est ce qui est le plus simple à faire. Demain, vous pouvez charger chez vous, alors que si vous êtes dans un petit village où il n'y a pas de station-service, il faut quand même rouler 10 km pour aller à une station-service. Alors que chez vous, ça prendra certes quelques heures pour charger, mais l'électricité vient jusqu'à chez vous. Donc si les batteries sont recyclées et si vous avez l'autonomie qu'il faut, oui, et vous avez une grande chance pour que tout bascule. Et un dernier point, c'est qu'il faut parler aussi d'efficacité énergétique. Un véhicule thermique a une efficacité de l'ordre de 30-35%. C'est-à-dire que les 2 tiers de l'énergie sont perdus en chaleur quand vous roulez. Alors qu'un moteur électrique a une efficacité de l'ordre de 90%. Alors certes, tout dépend de comment vous produisez l'électricité. Si c'est des moyens thermiques en amont qui ont permis de produire, vous avez déjà perdu de la chaleur avant que l'électricité soit transportée. Mais si vous avez de l'électricité propre en amont, vous perdez très très peu, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de l'hydrogène, où également vous perdez 70% de l'énergie dans tout le cycle de transformation électricité vers hydrogène, hydrogène vers électricité, etc. On voit bien que le débat électricité-hydrogène dans la voiture, il est secondaire par rapport à la... Tout le monde a besoin d'électricité pour produire les deux. Oui, mais alors quand vous êtes... c'est toujours la fameuse question. Quand vous êtes dans des immeubles, dans des habitations collectives, etc., est-ce que vous croyez vraiment qu'on arrivera à avoir suffisamment de bornes
pour tout le monde? On fait tout pour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des règles qui existent en termes d'accès aux bornes, il y a même des financements. Combien ça coûte une borne chez vous? Alors, une borne, l'achat de la borne, c'est dans les 1 000 €, on va dire grosso modo. Et ensuite, si vous êtes en maison, le coût d'installation, c'est dans les 500 €. En immeuble d'habitation collective, c'est plutôt dans les 1 000 € à peu près de coût d'installation. Et après, vous avez raison, en immeuble collectif, ce qui est difficile, c'est d'amener des bornes et l'infrastructure dans le sous-sol. Mais bon, il y a par exemple, juste un mot sur Logivol, c'est un système qui a été créé pour les fournisseurs c'est une banque, on va dire, filiale de l'État qui permet de faire ce genre de choses. Alors Justine, vous êtes la seule, vous, dont finalement les logiciels ne sont pas dépendants du mode de propulsion, j'ai envie de dire, mais quand même, pour vous, le monde de demain, s'il est complètement, enfin le monde de la mobilité, s'il est complètement électrique, ou s'il reste en partie pas carboné, mais sur d'autres types de carburants, etc., est-ce que ça change quelque chose pour vous ou pas? En fait, on a des vrais challenges à adresser et je ne pense pas uniquement au fait de passer à l'électrique, mais aussi à tout ce qui est voiture autonome, où là, ça nous amène des challenges à nous, mais c'est bien parce que ça nous amène du travail aussi. Mais l'objectif, c'est vraiment de repenser totalement en fait, les systèmes, les logiciels à l'intérieur des véhicules pour faire en sorte qu'ils soient mieux conçus, qu'ils consomment le juste besoin d'énergie, parce que c'est vraiment, en fait, ça revient à ce qui était dit tout à l'heure. En fait, c'est vraiment une consommation juste et raisonnée de l'énergie pour que derrière on puisse vraiment faire des transitions vers ce type de mobilité. Bien écoutez, merci infiniment. Presque convaincu, Emmanuel Le Chypre. Ah ouais, moi j'étais passionné justement par cette... En fait, moi ce qui m'obsède, c'est parce qu'on voit bien que entre ce qui est nécessaire et les efforts qu'on nous demande, il y a un gap aujourd'hui qui ne pourra être comblé que par la technologie. Et donc c'est intéressant de voir justement les avancées, comment elles se déroulent. Eh bien écoutez, merci infiniment en tout cas Emmanuel Le Chypre, et puis à nos 3 invités, nos 3 pépites, Justine Bonneau, Arnaud Pigounides et Zap. Arnaud Pigounides, c'est pas compliqué quand même. Arnaud Pigounides. Issane et Mamie. Très belle. Et Justine Bonneau. Mais tout le monde ne pourrait pas s'appeler Cyrielle. Cyrielle Ariel, bien sûr. C'est la fin de cette émission, la semaine prochaine. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.